Je vais passer la parole à Jean-Noël Lafac qui va commencer cette intervention sur les médias scientifiques en bibliothèque. Merci. Merci. Voilà, suivant une méthode de travail personnel, je n'ai absolument rien préparé, c'est juste un PDF. Je voulais voir un petit peu la température et j'étais très intéressé par les interventions précédentes et notamment par l'histoire du cosinus. Je ne vais pas parler de moi beaucoup, mais en classe de 3e, j'avais parlé du cosinus et ça m'a bloqué. J'ai arrêté les maths, j'ai arrêté l'école. Je m'appelle le bac. Mais pourtant, j'étais assez bon en maths à part ça. J'aimais bien, et le cosinus, je ne comprenais pas. Et le sinus, pareil. Voilà, mais j'ai compris beaucoup plus tard en programmant que finalement, il n'y avait rien à comprendre. C'était assez bête. Mais je croyais qu'il fallait comprendre quelque chose et j'y arrivais pas. Ouais. Mais aujourd'hui, j'enseigne la programmation à des étudiants en école d'art, la programmation informatique, et je leur fais faire beaucoup de choses avec des cosinus et des sinus, qui sont des outils bêtes, mais passionnants. Voilà. Alors, donc je viens parler de la petite bibliothèque des savoirs, mais plus généralement de la bande dessinée, à caractère informatif, on va dire, instructif, pédagogique, didactique. C'est une grosse tendance. Il y a énormément de livres qui sortent, et puis il y a plusieurs collections qui sont très intéressantes. Voilà. Alors ça, c'est le premier livre que j'ai sorti dans le domaine. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. J'ai un cycle de conférences à l'Université Paris 8 où j'invite régulièrement des auteurs de bande dessinée à parler de leur travail. Et puis une semaine, j'ai eu Lisa Mandel, qui est une autrice très intéressante, qui a annoncé qu'elle lançait une collection de sociologie en bande dessinée. Et la semaine d'après, j'ai eu David Van der Meulen qui a annoncé qu'il lançait une collection de sciences en bande dessinée. C'était une coïncidence assez extraordinaire. Et à cause de moi, les projets ont été inventés déjà. Chacun a su que l'autre faisait la même chose, qui a créé un grand planning chez les éditeurs, et finalement ils se sont dit que non, c'était plutôt bien, ça prouvait qu'ils étaient sur une bonne ligne, puisque plusieurs personnes faisaient des choses en rapport. Alors l'idée de David Van der Meulen et de Nathalie Van Kampenhout, qui sont les créateurs de cette collection, c'était finalement de faire une espèce de que sais-je, c'est un peu réducteur de dire ça, mais de que sais-je en bande dessinée. Et surtout d'utiliser des vrais spécialistes et puis des vrais auteurs de bande dessinée. Alors, il n'y avait presque que des grands spécialistes, sauf moi. Je ne sais pas pourquoi on m'a invité à faire un livre sur l'intelligence artificielle, alors que je ne suis pas chercheur dans le domaine. Mais ça m'intéressait bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez Marion Montaigne, qui est... Oui, voilà. Donc c'est assez rigolo. Au début, je devais faire le livre avec un autre auteur, qui est Daniel Gossens, qui est un grand auteur de bande dessinée, mais aussi un chercheur dans mon université en intelligence artificielle depuis 40 ans. Et c'était très logique qu'il fasse ce livre. À la rigueur, ma présence à moi n'était pas tellement logique. Mais voilà. J'ai commencé avec lui, puis j'ai fini avec Marie Montaigne, ce qui était très agréable, je le connaissais bien déjà. Voilà. Donc, pour faire ce livre, comme ni elle ni moi n'étions spécialistes, finalement, on a procédé comme elle fait elle, d'habitude, qui est plutôt de faire de l'enquête. On est allé rencontrer des gens pour se faire une idée. On a rencontré des chercheurs dans plein de domaines de l'intelligence artificielle, et puis ils nous ont donné des pistes. Voilà. Marion s'intéressait beaucoup aux questions de robots et de choses comme ça, alors que moi j'étais plutôt dans l'intelligence artificielle mathématique, à l'ancienne, des années 70, quoi. Qui n'est pas très intéressante à raconter en bande dessinée d'ailleurs, ça aurait été plutôt ennuyeux, même si on en fait quelques pages. Et puis, suivant sa méthode à elle, ça reste un livre assez drôle. Et voilà. Voilà, je ne sais pas ce que je peux raconter de très intéressant juste sur cet album, il faut le lire. Mais on essaye de tout expliquer et de partir très très loin dans l'histoire. Souvent l'intelligence artificielle, si vous lisez un petit peu la presse actuelle,
a l'impression de découvrir le phénomène avec le deep learning et des choses comme ça qui sont assez récentes. Alors que l'intelligence artificielle, ça existe depuis qu'on s'intéresse à l'intelligence. Pour l'instant, on essaie de formaliser le raisonnement depuis quelques milliers d'années. Et donc, l'idée, c'était de parler de tout ça. Donc, ce sont des tout petits livres, assez chics, reliés en carton, voilà, qui ne valent pas très cher, 10 € c'est bon. Vous pouvez acheter toute la collection. Et certaines personnes ne les trouvent pas très lisibles parce qu'ils sont petits, justement. Ça dépend beaucoup des tomes. Je ne devrais absolument pas parler de ça. Ça rend fou mon éditeur, mon directeur de collection. Voilà. Bon, je ne vous raconte pas plus, il faut le lire. Et on m'a commandé un second livre. Celui-là est intéressant aussi, qui s'appelle Internet, donc je raconte Internet. En utilisant comme héros, comme héroïne du récit une vieille dame de 75 ans qui existe, qui s'appelle Ayestan Shekarian, qui est une géorgienne qui, en cherchant du cuivre pour gagner un petit peu d'argent en Géorgie, a réussi à couper Internet à toute une partie du Proche-Orient. Ce qui a fait vraiment des problèmes. Il y a des gens qui ont peur qu'une guerre se prépare ou des choses comme ça. Non, c'était pas le cas. Mais l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie ont perdu Internet à cause de cette date. Et dedans, le câble lui explique Internet. Et on passe tout ça en revue. Donc là, on n'est plus exactement dans les sciences, c'est plutôt l'explication d'une technologie et puis de tous ces aspects, tous les aspects sociologiques qui vont avec. Voilà, et la collection a tout un tas de titres, beaucoup dans les sciences humaines quand même, pour le moment, qui partent dans un petit peu tous les sens. Le sujet vraiment le plus difficile, mais qui peut intéresser beaucoup de gens en bibliothèque, c'est le droit d'auteur. Ça, c'était un petit peu un crash, je pense, pour le dessinateur, mais il s'en est quand même tiré. Voilà. Il y a Les droits de l'homme, qui est un livre passionnant, mais je vous le raconte vite. C'est un livre passionnant, moi j'aurais jamais parié dessus, mais comme je l'ai reçu, je le trouvais bien. Je pensais que ce serait un peu gnangnan, et pas du tout, c'est un livre assez désespéré et vraiment passionnant. Désespéré et passionnant. Le féminisme, c'est le best-seller de la collection, et c'est très très mérité. Il est impeccable, vraiment parfaitement construit. Et il passe en revue tous les grands sujets liés au féminisme. Et après, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Voilà. Voilà, et puis après, il y a des thèmes de la culture populaire, comme le Népal. Et chaque fois, les auteurs trouvent leur langage. L'idée, c'est pas, je vais vous montrer d'autres choses après, l'idée, c'est pas de faire ce qui s'est fait jusqu'ici, c'est-à-dire d'essayer d'apprivoiser les gens avec la bande dessinée, de dire, voilà, comme c'est de la bande dessinée, bon, on va pouvoir faire passer des sujets difficiles. L'idée, c'est à chaque fois de trouver un langage qui utilise le dessin, enfin voilà, l'image, le dessin et puis le texte, et qui arrive à faire comprendre des choses. Et à chaque fois, on comprend des choses. Il y a beaucoup de thèmes où je n'ai pas compris grand-chose parce que finalement, je les connaissais déjà, et donc voilà. Mais quand je ne connais pas les domaines, j'apprends toujours quelque chose dans cette collection. Il y a 20 titres au moment. Voilà, et l'idée, c'est de trouver un langage adapté à chaque sujet. Voilà, là, on est dans les sciences. Pur et dur. Donc ça, c'est un livre de Étienne Lécroix, l'auteur de bande dessinée, qui lui vient de l'Oulipo. Vous êtes familier de l'Oulipo. Et qui s'intéresse beaucoup aux mathématiques. Et il était mis en binôme avec Ivar Ekland, qui est un immense mathématicien, qui n'a pas eu la médaille Fields parce qu'il a fait ses grandes découvertes un peu trop vite, mais qui l'ont réussi, non. C'est vraiment quelqu'un de considérable et qui est très intéressant sur le hasard. Voilà. Et voilà. Il y a un arbre intéressant qui raconte tous les hasards qui ont mené à l'existence du livre, ou toutes les contingences en tout cas. Et ils m'ont oublié, puisque c'est moi qui ai présenté par Ekland, le directeur de collection.
J'adore ça aussi. Voilà, il y a des choses très intéressantes aussi sur les modes d'élection, des choses comme ça. C'est un livre superbe et j'aime beaucoup sa couverture, qui est quand même assez futée, quoi. Il y a la déesse du hasard avec ses yeux bandés, puis derrière les attracteurs étranges. Et le côté tableau noir, c'est quand même très futé, très, très jolie couverture. Voilà, et puis d'autres thèmes de la culture populaire. Là aussi, je pensais tout connaître et ça m'a passionné. Le conflit israélo-palestinien, passionnant aussi. Celui-là est très étrange, mais intéressant. Donc c'est un auteur, mais je ne parle plus de science. Par contre, c'est mon domaine personnel, l'art contemporain. C'est vraiment un dessinateur de Spirou qui illustre l'artiste contemporain avec une personnalité très très controversée dans le domaine, qui mettait les niches. Ça donne un livre assez étrange, mais intéressant. C'est toujours un petit peu heurtant quand on est dans un domaine de le voir regardé par un autre. Et en art, on déteste ça. On parle des œuvres, etc., mais on ne veut pas qu'on parle de, finalement du milieu lui-même, etc. Voilà, donc je continue. Oui, alors celui-là aussi est intéressant. Et là, on revient sur les sciences. Le scientifique, c'est Bernard Serret, qui est le plus grand spécialiste des requins. Et ce livre-là, jamais j'aurais acheté un livre sur les requins, m'a vraiment passionné aussi. C'est un livre que je vous conseille d'avoir dans toutes vos bibliothèques. C'est celui qui est vraiment fait pour tous les âges aussi. Et on apprend énormément de choses. Je passe le catalogue en revue, c'est un petit peu plat comme exposé. Mais... Bon, le tatouage. Voilà, l'autre best-seller, à part le féminisme, c'est l'univers, avec Hubert Reeves comme spécialiste. En ce moment, Hubert Reeves est à Nancy, je crois, avec le directeur de collection, justement, pour parler des ondes gravitationnelles. Voilà. Et ça a passionné Hubert Reeves au début, quand il s'est fait proposer de faire une bande dessinée, il s'est dit, oh, il n'y croyait pas tellement. Et puis le directeur de collection a été très convaincant. Et au terme de cette collaboration, il a refait un nouvel album, pas du tout dans cette collection, mais avec le même dessinateur. Ils se sont bien entendus. Il a vu qu'il arrivait à parler autrement des choses dont il parlait habituellement. Et il a beaucoup aimé. Voilà, le livre sur les zombies est passionnant aussi. C'est un livre pour le coup très scientifique, puisqu'il ne parle pas du tout des zombies modernes, il parle vraiment des pratiques vaudou qui sont très, très particulières, et c'est un médecin légiste qui fait ça. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était de revenir un petit peu sur l'histoire de la bande dessinée pédagogique, qui est en fait une vieille histoire. Vous savez que la bande dessinée, ça a été inventé dans les années 1830 par Rodolphe Töpffer, qui était suisse, qui était aussi un pédagogue, et qui avait inventé ça. Il avait inventé la bande dessinée plutôt pour que ses élèves, ses lycéens, ou collégiens, je ne sais pas, se détendent, en fait. C'était à côté des cours, et c'était pas spécialement instructif. Mais il a aussi fait des livres de voyage, qui étaient des livres illustrés, et qui, eux, par contre, étaient déjà plus dans sa pratique de pédagogue. Voilà. Mais on a eu, là vous voyez, c'est une planche de l'imagerie Pellegrin, donc les images d'Épinal. Ça a été le modèle pendant très très longtemps. C'était très statique, quoi. On voyait des grands sujets illustrés avec chaque fois des images pas très intéressantes, des textes encore moins intéressants. Voilà. Et c'est le modèle qui a prévalu, par exemple, pour l'histoire de France en bande dessinée, qui est une des grandes collections, des grands succès de la bande dessinée pédagogique, que certains ont peut-être connu. C'est assez ancien, c'est la fin des années 70. Où là, l'idée était de mettre de vrais historiens, des gens très sérieux, en binôme avec de très grands dessinateurs, les grands dessinateurs réalistes de l'époque, pour faire du roman national vraiment très très ennuyeux. C'était très mal. Malgré les talents des gens, c'est ce qui est le pire. Donc aujourd'hui, la bande dessinée a beaucoup changé, et l'idée que
qu'un dessin non sérieux, entre guillemets, puisse servir à exprimer des choses sérieuses. Ça s'est imposé. Là, vous voyez, comme c'était sérieux, c'était de l'histoire, il fallait un dessin réaliste, comme on dit, qui n'est pas spécialement réaliste en fait. Aujourd'hui, on sait, avec quelqu'un comme Marion Montaigne, qui a un dessin rapide et un peu trash, comme on dit, on sait qu'on peut expliquer des choses très très bien avec un dessin expressif. Voilà. Ça, c'est plus récent. C'est un auteur qui s'appelle Joe Sacco et qui, lui, a lancé le reportage en bande dessinée. Voilà. Et il a fait des reportages passionnants sur les réfugiés en Palestine et puis sur la guerre en Yougoslavie. Là, c'est la guerre en Yougoslavie, c'est un album qui s'appelle Goraj. Et donc, lui a imposé l'idée qu'on pouvait être journaliste avec un crayon, et ses livres sont vraiment magistraux. Voilà, ça c'est Marion Montaigne. Donc le Tumour à main bête, que j'espère que vous avez tous dans vos bibliothèques, qui maintenant est adapté en dessin animé sur Arte. Et voilà. Bon, je pensais que j'aurais des dessins, mais j'en ai pas mis. Donc elle s'amuse à traiter tout un tas de sujets, et elle, c'est intéressant aussi, elle a toujours pensé qu'elle avait un esprit d'aller vers les sciences à l'école. Déjà, je crois que sa famille n'y croyait pas, ils avaient décidé qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas, et voilà. Et puis surtout, elle, ce qui l'a toujours intéressée, c'est la biologie. Et il n'y a pas tant de place quand on ne s'intéresse pas spécialement aux mathématiques, mais qu'on s'intéresse à d'autres sciences pour être encouragé, quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a ressenti à son époque. Mais elle est assez... en fait, elle est assez pointue, elle n'est pas mateuse, mais je l'ai vu avoir une discussion justement sur les ondes gravitationnelles avec Bear Reeves, et c'était d'un très bon niveau, quoi. Elle connaissait tout, et lui aussi, et c'était vraiment passionnant. Voilà, et il y a quelques années, elle a fait un livre qui s'appelle Riche, pourquoi pas toi, où je trouve qu'il y a une erreur de typographie, ils ont mis un point d'interrogation après pourquoi pas toi, qui laisse une espèce d'ouverture, alors qu'en fait, ça devrait être pourquoi pas toi. Parce que ça vous explique pourquoi vous ne serez pas riche, pourquoi vous ne pouvez pas l'être, et pourquoi toute la société construit votre l'impossibilité que vous deveniez riche. Et c'est passionnant, mais c'est ce qui a donné l'idée qu'on pouvait illustrer aussi la sociologie, et c'est ce qui a en partie conduit à la création d'une autre collection qui s'appelle Sociorama, que je vais vous montrer plus tard. Ça, c'est la revue dessinée, c'est un gros succès récent en bande dessinée aussi. C'est une revue. Et l'idée, c'est d'associer un journaliste et puis un auteur de bande dessinée. Et là encore, pour expliquer des choses, et là aussi, c'est souvent passionnant. Et puis, ça a essaimé, il y a eu Topo pour les jeunes, qui sort de la revue dessinée, qui est une excellente revue. Je lis plus volontiers Topo que la revue dessinée. Et puis Spirou a lancé Groom, qui est le même but. Voilà. Ça, c'est la collection Sociorama dont je parlais, qui a été lancée par Lisa Mandel, qui est une autrice vraiment très intéressante pour tout ce qu'elle fait en général. Et puis elle a eu l'idée, comme ça, de lancer une collection où à chaque fois, un auteur de bande dessinée illustre une thèse en sociologie. C'est un petit peu différent de la petite BD-Tech. La petite BD-Tech, elle est assez chic. C'est en couleur. Les auteurs ont un peu de temps, etc. Les auteurs sont censés être très rapides, mais il faut illustrer de manière vivante des professions. En général, ça parle beaucoup de milieux professionnels. Et celui-là, par exemple, le chantier interne du public est vraiment incroyable. Il explique extrêmement bien le fonctionnement du BTP et on comprend beaucoup de choses. Voilà, ça c'est du Lisa Mandel elle-même, qui est partie dans la jungle de Calais faire un reportage pendant 1 an. Enfin, elle a fait des allers-retours réguliers. Et c'est toujours dans la même collection. Et puis quand je continue à appuyer sur le bouton, il n'y a plus rien, donc en fait j'ai fini mon diaporama.
Et j'ai aucune idée du minutage, je sais pas. On va enchaîner, on est pas mal, je crois. Merci. Vous avez dans vos collections la petite bibliothèque des savoirs, les uns et les autres qui sont bibliothèques? Vous pouvez lever la main ceux qui l'ont, alors. Bon, on va peut-être un peu laisser. Et j'ai oublié de dire quelque chose. Si je vous ai montré Internet, celui que j'ai fait, c'est parce que mon co-auteur est Mathieu Burnia, qui est un jeune homme dont personne ne connaît le nom pour l'instant, mais qui sera un jour un grand auteur pour dessiner, et qui lui aussi a un best-seller alors là pour le coup, de sciences physiques. Il a fait Le mystère du monde quantique avec Thibaut Damour, qui est un livre époustouflant, je trouve, sur la physique quantique, où on comprend vraiment la perplexité des scientifiques. Ça parle beaucoup de l'histoire des découvertes en physique quantique. Et on comprend que les scientifiques comprennent beaucoup de choses, mais en tout cas ont eu beaucoup de mal à accepter ce qu'ils avaient eux-mêmes découvert. Et c'est passionnant pour ça. Et il y a des idées très intéressantes dedans de rapport entre l'image et puis le propos. Et on voit que le dessin est une espèce, je ne vais pas dire de supériorité, mais il a vraiment une puissance que n'a pas le seul texte. Et il permet de faire des choses, mais faut qu'on le fasse bien. Il faut un auteur de bande dessinée sérieux, en fait, pour faire ce genre de livre. Voilà. Merci, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai une exposition ottomane à la BU du Havre où on a fait une expo avec beaucoup de textes. Et en fait, l'affaire illustrée, ça a imposé à un moment donné, mais un peu trop tard dans nos esprits. Et donc, on se dit qu'on aurait bien aimé faire un projet d'édition, quelque chose un peu BD, sketch note, mix texte et images. Et peut-être que c'est une autre solution encore pour s'emparer de la question du dessin comme une façon de médiatiser les sciences, qu'on devienne encore plus acteur de ça, peut-être dans les années à venir. Oui. Si je peux me permettre, une dernière chose à laquelle je pense subitement, l'esprit d'escalier, comme on dit. J'ai un ami à l'université de Düsseldorf qui s'occupe de physique des matériaux, qui est sur un énorme projet européen, et il compte travailler avec mon école, intégrer mon école d'art du Havre, pour aider des thésards à expliquer leur thèse grâce à la bande dessinée. Et donc on va travailler comme ça sur le dessin comme moyen de faire comprendre des sujets de thèse qui sont souvent un petit peu ambus. La physique des matériaux, ça ne parle pas forcément. Et, voilà. Ça m'intéresse parce qu'on a du coup des pistes communes.